soir, Jean-Marie Le Pen a décidé de défier le gouvernement. Il s'est bel et bien rendu avec les siens place de l'Opéra à Paris, malgré l'interdiction du préfet de police qui lui avait proposé la place du Trocadéro. Reportage de Jean-Baptiste Prédali et Alain Thomas. Jean-Marie Le Pen sur fond de car de garde mobile et à distance de ses sympathisants, 1500 selon la police, plus du double pour les organisateurs. Sur la place de l'Opéra quadrillée et interdite, le leader du Front National a surtout provoqué la mobilisation des médias. Officiellement, il s'agissait de dénoncer l'injustice, la corruption et la décadence, mais dans le discours, Jean-Marie Le Pen est revenu sur des thèmes habituels. On bâillonne l'opposition quand elle s'oppose vraiment, comme seul le fait le Front National. Le pays doit comprendre que les socialistes veulent faire rentrer toujours plus d'immigrés en France pour en faire des électeurs qui remplaceraient les électeurs socialistes écœurés. L'épreuve de force annoncée avec le pouvoir n'a pas eu lieu, même si Jean-Marie Le Pen a donné rendez-vous à ses sympathisants un peu plus loin. Cet après-midi, la mobilisation du Front National a surtout tourné au jeu de piste avec la police. Jean-Marie Le Pen et les militants d'extrême droite se dirigent en ce moment même vers le Palais Royal. Albert Ripamonti nous donnera sans doute des informations au cours de ce journal. Une autre manifestation était interdite à Paris, celle des policiers municipaux, mais ils ont là aussi bravé l'interdiction. Encadrés par un cordon de CRS, ils se sont contentés d'occuper la place de la République. Ils étaient 2000 selon la police nationale bien sûr. Hervé Dino. Avec en première ligne leurs glorieux ancêtres, les gardes champêtres, les policiers municipaux ont aujourd'hui bravé la légitimité républicaine. Le préfet avait interdit ce rassemblement susceptible de troubler l'ordre public. Néanmoins, 2000 fonctionnaires municipaux ont investi le pavé parisien. But de cette manifestation, obtenir un statut définissant clairement les missions des polices municipales. Certains policiers réclament également une revalorisation des salaires ainsi qu'une autorisation de port d'armes. À défaut d'avoir été reçus par Philippe Marchand, le ministre de l'Intérieur, comme il le souhaitait, les manifestants ont immédiatement retrouvé leur automatisme professionnel et ont entrepris une ronde autour de la place de la République, barricadée par les CRS. En ce moment, ils tournent encore. À Marseille, en revanche, les cheminots qui occupaient la gare de la Blancarde ont cessé de le faire à l'arrivée des forces de police. Au 9e jour de grève, les négociations semblent toujours au point mort. La direction est même revenue sur ses propositions. Un conflit qui s'enlise donc et une journée particulièrement mouvementée. Agnès Molinier. Le ton est donné. Les cheminots de Marseille restent déterminés, même s'ils ont calmement obtempéré au CRS venu les déloger, aujourd'hui vers 13 h. Depuis ce matin, une cinquantaine d'entre eux bloquaient complètement le trafic ferroviaire en occupant l'autre gare de Marseille, celle de Blancarde, où les trains étaient dirigés depuis l'occupation il y a 9 jours de la gare Saint-Charles. La situation s'est donc durcie après l'échec des négociations d'hier soir. Mais là, actuellement, vous bougez Saint-Charles et vous bougez Toulon. Qu'est-ce que vous voulez? Le conflit? Moi, La direction a finalement choisi de faire respecter la décision du tribunal de grande instance de Marseille. Hier, il jugeait illégale l'occupation des voies. Ce soir, chacun campe sur ses positions. D'un côté, des grévistes, CGT et CFDT, qui demandent toujours une prime quotidienne de 25 francs, et de l'autre, une direction régionale qui doit régler seule un conflit qui pourrait devenir exemplaire et faire tache d'huile. Cette tension sociale ajoute à la crispation de la classe politique, très attentive à toutes les rumeurs qui traversent Paris. Rumeurs de démission de Pierre Bérégovoy, démentie ce matin par l'intéressé. Rumeurs de changement de mode de scrutin des législatives, ni démentie ni confirmée. Rumeurs de divergence entre Matignon et le Parti Socialiste sur le SMIC et les mesures sociales. Cela fait beaucoup pour Édith Cresson, qui s'attendait à des turbulences, mais peut-être pas à ce point. Michel Lemerle, Edmé Poupard. L'épisode du 49.3 sur la réforme hospitalière, évité dans une certaine confusion grâce à une négociation de toute dernière minute avec quelques centristes, illustre bien les difficultés d'Édith Cresson à trouver une majorité. Les députés socialistes n'avaient pas caché qu'ils souhaitaient que cette procédure soit utilisée le moins possible. Puisque nous devons réfléchir à comment donner plus de poids au Parlement dans le futur, comment avoir un système d'équilibre un peu plus démocratique, je crois qu'il faudra réserver l'article 49.3 à des circonstances vraiment tout à fait exceptionnelles. Autre élément de morosité, la pilule économique jugée un peu amère rue de Solferino, où l'on souhaiterait un effort social plus appuyé. Le Parti Socialiste demande au gouvernement de faire le maximum pour la revalorisation des bas salaires. Mais il ne donne pas de chiffres parce qu'il laisse au gouvernement le soin d'apprécier en fonction de ce qu'il juge possible
Marge de manœuvre étroite pour le PS qui veut aussi contrer une opposition qui a repris du tonus et a sérieusement durci le ton à l'égard du Premier ministre. Madame Cresson est un mauvais avocat pour une mauvaise politique. Il est normal que ça déclenche des turbulences. Face à cette météo politique peu engageante, Edith Cresson ne cède pas un pouce de terrain. Ce gouvernement travaille, il travaille, il souhaite travailler dans le calme et il sait que travaillant de cette manière, il sera écouté et entendu des Français. Mais elle regarde avec attention l'horizon économique international. Une amélioration lui apporterait un peu de munitions pour appliquer une politique qui, paradoxe, se voulait plus marquée à gauche. Boris Yeltsin va plus loin dans le parler vrai que tous les démocrates occidentaux. Il s'est offert le luxe de critiquer ouvertement Mikhail Gorbatchev en terre étrangère, en l'occurrence les États-Unis. Il est vrai que sa récente élection à la présidence de la Russie lui a donné des ailes. Économie de marché, investisseurs et bénéfices, Boris Yeltsin a décidément bien choisi ses mots pour son premier voyage aux États-Unis. Appel très clair aux entreprises américaines, mais aussi discours politique d'un président de Russie reçu comme un chef d'État. Pascal Verdeau. Boris Yeltsin, porté par le mouvement démocratique russe et les suffrages de ses électeurs, peaufine son image d'homme d'État. Style direct à l'américaine et changement de look. Décontracté, moins agressif, plus efficace, la méthode qui a séduit l'électorat russe convaincra-t-elle les politiques et surtout les industriels américains? Les atouts du président russe sont connus. Pour une réforme économique radicale, foin des demi-mesures à la Gorbatchev qualifié au passage d'inconsistant, pour un dialogue direct entre la Russie et les États-Unis, la Russie est ouverte aux hommes d'affaires, affirme Boris Yeltsin, qui va proposer à ses députés une loi ouvrant sa République la plus riche de l'Union aux investissements étrangers. Objectif non avoué, transformer la zone pacifique de la Russie en Nouvelle-Californie et marginaliser un peu plus le président soviétique Mikhail Gorbatchev. Marge de manœuvre difficile, George Bush, qui reçoit Yeltsin demain, a rappelé qu'il continuerait à privilégier les relations avec le gouvernement central. OK, pourrait répondre Yeltsin, de toute façon, le temps joue pour moi. De nombreux pays, dont la France, commencent à s'émouvoir de la sévérité de la répression au Koweït. Malheur à ceux qui avaient collaboré avec les occupants irakiens. Depuis le 8 juin dernier, des peines capitales ont été prononcées presque chaque jour après des procès souvent sommaires. 21 condamnations à mort en tout et de nouvelles condamnations à la prison à vie aujourd'hui encore. Jean-François Gringoire. Des 8 condamnés à mort, 2 seulement étaient présents devant leur juge à Kuwait City et les 6 autres ont été condamnés par contumace. Ces personnes, soupçonnées de collaboration avec l'Irak, ont toutes affirmé avoir rejoint l'armée populaire irakienne parce que les femmes de leur famille avaient fait l'objet de menaces de viol de la part de soldats irakiens. Depuis le 19 mai, 21 personnes ont été condamnées à mort au Koweït. Washington prend ses distances vis-à-vis de la justice koweïtienne, mais la presse américaine, elle, se mobilise, affirmant que 6 personnes ont été condamnées parce qu'elles ont collaboré à un journal pro-irakien. Ces journalistes américains ont demandé aux autorités koweïtiennes que ces hommes soient à nouveau jugés et ils ne sont pas les seuls à s'élever contre une justice qu'ils estiment expéditive. L'association Reporters sans frontières a sensibilisé le président Mitterrand sur ce sujet et après le Quai d'Orsay et Amnesty International, c'est Javier Pérez de Cuellar qui appelle le gouvernement koweïtien à la clémence. Seule une grâce du prince héritier Al-Sabah pourrait sauver les condamnés. Reason, I don't know. But anyway, I regret very much because you know that I have great respect for the press. Are you urging the Kuwaiti government? Notre invité ce soir est M. Moshe Arens, le ministre israélien de la Défense. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il y a un événement que vous allez provoquer demain qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelque temps. Vous allez rencontrer des soviétiques au Salon du Bourget. Oui, j'ai été surpris de l'invitation à rencontrer les officiels soviétiques demain. Vous allez acheter les missiles antimissiles qu'ils vous proposent? J'en doute, car nous développons nos propres missiles antimissiles, vous le savez, et nous manquons peut-être de modestie, nous pensons que ce sont les meilleurs du monde, voyez-vous. Alors, on vous a invité parce qu'on voudrait parler avec vous de la paix au Proche-Orient. Il y a eu un immense espoir après la guerre du Golfe, on a cru à la paix, et aujourd'hui, il y a un blocage. Pourquoi?
Il est important de se souvenir de ceci. Le processus de la paix au Moyen-Orient est lent, il est très lent, il se déroule depuis de nombreuses années. Il a fallu 30 ans avant que l'on puisse faire la paix avec l'Égypte. Nombreux sont parmi les leaders arabes qui n'ont pas de disposition de faire la paix et d'autres reçoivent des menaces. Mais on a le sentiment tout de même que le blocage est dû à votre intransigeance, à l'intransigeance d'Israël. C'est la perception que l'on a en Europe. Je crois que vous comprendrez que c'est une image qui est tout à fait fausse, car ce sont les pays arabes qui ont refusé depuis l'existence d'Israël de faire la paix et qu'Israël a payé un prix très élevé de ce refus. Vous avez dit Camp David, pourquoi ne pas imaginer un Camp David avec les Palestiniens? Quand il y a eu Camp David entre Sadat et Begin, ils étaient ennemis auparavant. Pourquoi ne pas imaginer un Camp David avec les Palestiniens, quels qu'ils soient? Dans la situation de ministre de la Défense, je suis responsable des territoires et de la population palestinienne. Et nous sommes dans un processus, dans le processus de conversation, d'entrée en conversation, mais il y a un grand terrorisme et intégrisme très actif qui rend les choses extrêmement difficiles. Si les Palestiniens eux-mêmes désignent comme interlocuteur, par exemple, Yasser Arafat, quelle sera la position d'Israël comme interlocuteur pour vous à une table de négociation? Nous ne voyons pas de valeur à cette formule. Nous voulons que ce soit un processus libre. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'un jour ou l'autre, nous serons en mesure d'établir des conversations, alors que certains des gens qui sont en Europe, en Tunis, et en Tunis rendent les choses difficiles pour nos représentants de la population. De la patience. Tout d'abord de la patience. Plus le temps passe, plus les Arabes réalisent qu'Israël restera et ne disparaîtra pas de la région et qu'ils doivent agir en conséquence. Là, je m'adresse à la fois à l'ancien ministre des Affaires étrangères et à l'actuel ministre de la Défense. On craint une friction entre Israël et la Syrie. Israël a protesté contre l'accord entre le Liban et la Syrie récemment. Que se passe-t-il de ce côté-là? Il y a en effet d'excellentes raisons d'être inquiet, je ne vous le cache pas, du fait de la situation, de l'attitude de la Syrie et du fait que la Syrie s'est emparée du Liban. Et il y a toujours la possibilité d'une action de l'armée syrienne au Liban et dans d'autres parties. Une dernière question, Monsieur Moshe Arens. Il y a une rumeur qui nous est parvenue d'Israël aujourd'hui. Israël va peut-être libérer des centaines de détenus palestiniens dans quelques jours, en échange peut-être de la libération d'otages occidentaux au Liban. Est-ce que vous la confirmez? Non. Mais il y a une fête musulmane qui est proche et nous allons effectivement libérer environ 400 Palestiniens à cette occasion-là. Merci. Une première en France. 2 hôpitaux, ceux de Marseille et de Toulon, viennent d'être condamnés à des amendes de 300 000 francs après la contamination d'un patient par le virus du sida lors d'une transfusion sanguine. Et plus que la condamnation en elle-même, c'est la nouvelle notion de droit admise par le tribunal administratif de Marseille qui est intéressante. Le tribunal qui accuse les 2 hôpitaux d'être responsables de la contamination du malade par le sida, responsables mais indépendamment de toute faute. Explication Clément Veyrenal. C'est une décision sans précédent que le tribunal administratif de Marseille a rendue hier. Pour la première fois, le tribunal a admis la notion de responsabilité sans faute de 2 hôpitaux de Marseille et de Toulon dans le cadre d'une affaire de contamination par le virus du sida à l'occasion d'une transfusion. En 1984, un patient grièvement blessé avait reçu 54 poches de sang à l'hôpital de Toulon et 2 mois plus tard, ce même patient avait été transfusé une nouvelle fois à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Impossible donc de savoir dans quel hôpital la contamination a eu lieu. Le tribunal administratif, suivant les réquisitions du commissaire du gouvernement, a conclu à la responsabilité sans faute des 2 établissements.
Dans l'occurrence, il n'y avait pas de faute repérée, ni de l'établissement de Toulon, ni de l'établissement de Marseille. Mais la façon dont s'étaient passés les soins était telle qu'un risque important dans un intérêt public avait été pris par les deux établissements. Ce risque, c'était de rendre le patient séropositif. Et malgré tout, il fallait le soigner, sinon c'était la mort immédiate. Il s'agit sans conteste d'une évolution importante de la jurisprudence, car la notion de responsabilité médicale a toujours été appréciée de manière très restrictive par les tribunaux français. En avril dernier, le même tribunal administratif de Marseille avait mis hors de cause l'hôpital de Cavaillon dans une autre affaire de contamination par le virus du sida à l'occasion d'une transfusion. Drôle de méthode, le Crédit Agricole veut se débarrasser des comptes qui ne lui rapportent pas. Il vient donc de demander à 1000 clients de fermer leurs comptes. Une mésaventure qui est arrivée à Gilbert Lachenal. Il n'a jamais été à découvert, mais il demande trop d'opérations à sa banque par rapport à son salaire. Résultat, on lui demande de partir. Reportage de la 3 à Lyon, Monique Leprince et Yves Lanier. Depuis les 5-6 ans que je suis au Crédit Agricole, j'ai jamais eu de découvert jusqu'à présent, ni même de problème de fin de mois, ni quoi que ce soit. Comme 1300 autres clients du Crédit Agricole du Sud-Est, Gilbert Lachenal, qui a un salaire mensuel de 8000 francs, ne fait pas de petits chèques et utilise sa carte bancaire, a reçu la lettre lui signifiant le désir de sa banque de clore son compte d'ici le 30 juin. Ce n'est pas une question de risque ou de compte déficitaire. En revanche, c'est des gens qui font beaucoup d'opérations. Je vous laisse faire le calcul également. Imaginez 200 à 300 opérations dans l'année, à 4 francs de coût moyen à l'opération. On n'a pas la réciprocité. La banque se défend en disant que les destinataires de la lettre circulaire ne représentent que 0,2% de ses 700 000 clients. Après le regroupement de différentes caisses départementales et sa privatisation, le Crédit Agricole joue de plus en plus la libre loi du commerce de l'argent. Le Code civil reconnaît en effet à tout prestataire de service le droit d'accepter ou de refuser ses clients. Le Code civil prévoit que l'exercice de ce libre droit ne peut pas amener le prestataire à créer des préjudices à son client. Or, les clients ne doivent plus utiliser ni chéquier ni carte de paiement, d'où un préjudice indéniable, compliqué pour certains, de prélèvements automatiques. Les banquiers ne sont pas philanthropes. Didier Auriac résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales. 15 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement ce matin dans un accident de bus à Paris, dans le 4e arrondissement. Le bus circulait dans un couloir réservé. Le chauffeur a dû donner un brusque coup de volant pour éviter un piéton. Le bus s'est alors couché sur le côté. À la RATP, on souligne que cet accident est le premier du genre depuis 20 ans. Les contrôleurs aériens déposent un préavis de grève nationale pour le lundi 24 juin. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats aujourd'hui. Une réunion de conciliation est néanmoins prévue demain avec la direction de l'aviation civile. Si à l'issue de cette réunion, la grève a été maintenue, ce serait le premier mouvement d'ampleur nationale depuis 3 ans. Dépôt de bilan aux ateliers mécaniques du centre installés à Clermont-Ferrand, une entreprise qui emploie 412 salariés. Le personnel a décidé d'occuper les locaux. Un nouveau coup dur en tout cas pour l'industrie clermontoise déjà secouée par le dernier plan social de Michelin qui prévoit 2400 suppressions d'emplois. Scandale dans le milieu hippique. Un vétérinaire réputé dans le monde des courses a été inculpé et écroué dans le cadre d'une enquête sur un trafic de produits interdits. Le docteur Pitavi était notamment connu pour avoir suivi Ourasi, le quadruple vainqueur du Prix d'Amérique. Une étape en forme de gag aujourd'hui sur les routes du Midi Libre. Chose rarissime, le peloton s'est en effet trompé de route à 5 km de l'arrivée, juste à l'entrée de Narbonne. Le plus surpris a été le Français Gouvenou, lâché par le peloton. Il est pourtant arrivé premier, mais il n'a pas été déclaré vainqueur. L'étape a en effet été annulée. Le Bordeaux risque d'avoir l'année prochaine un goût amer, enfin pas trop, espérons-le. Le vignoble a malheureusement souffert du gel cette année. 2 mois après la catastrophe, les viticulteurs font une première estimation des dégâts. Bien sûr, la production sera beaucoup plus faible cette année, mais les conséquences se font aussi sentir en 1992. Reportage dans le Médoc de Bertrand Edel et Joseph Tual. Séance de dégustation au château Lingebage dans le Médoc. Pour ce groupe de restaurateurs espagnols qui découvre un grand cru classé 86, le gel du mois d'avril ne ternit en rien l'image des appellations bordelaises. Pourtant, ici, la vague de froid qui s'est abattue il y a tout juste 2 mois a fait de sérieux dégâts. La floraison a 3 semaines de retard. Résultat, 60% de la récolte ne sera pas vendangée. On espère faire 25-30 hectolitres hectares alors que normalement nous faisions 55 hectolitres hectares.
Dans le Saint-Émilionnais, ça va être 5 à 10 hectolitres seulement. Il faut bien se rendre compte de ça. Et c'est vraiment réel, c'est catastrophiquement réel. Au château Taillac, la situation est encore plus critique. Dans cette petite exploitation familiale, on espère sauver seulement 10% de la récolte. Faute de place, on n'a pas pu constituer de stock sur les millésimes précédents. Il va falloir se serrer la ceinture. Nous avions des objectifs d'investissement qui sont complètement gelés, c'est le cas de le dire. Nous avions des projets sur du matériel, nous avions des projets sur X choses, mais tout ça est gelé pour le moment. Sur l'ensemble du vignoble, on estime à plus de 2 millions d'hectolitres la perte due au gel. Pour certains négociants, cela va permettre d'écouler les stocks constitués depuis 88 et stopper la baisse des prix. Pour d'autres, c'est déjà la porte ouverte à la concurrence. Bordeaux perdra probablement quelque part de marché dans les années qui viennent, qu'il faudra reconquérir ensuite. Donc c'est en cela que cette gelée est néfaste pour nous. Les viticulteurs du Bordelais l'avaient oublié, le ciel à lui seul peut encore déstabiliser une machine économique qui pèse pourtant 12 milliards de francs. Question pour deux champions. Qu'est-ce qui fait ramer Gérard Daboville et Frédéric Guérin? L'amour du grand bleu ou de la vie au ralenti? Le premier s'apprête en effet à traverser le Pacifique à la rame et le second l'Atlantique. Bon courage. Ils passeront tous les deux plusieurs mois en pleine mer sur leur canot en solitaire, 2 paris humains superbes et 2 expériences importantes pour l'utilisation de nouvelles technologies. Rémi Gudicelli. Il y a 11 ans, le 21 septembre 1980, Gérard Daboville réussissait la première traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire. 72 jours d'efforts pour un exploit toujours inégalé. Seul un autre Breton pouvait être assez fou pour tenter de faire mieux. Son nom, Frédéric Guérin. À son actif déjà, 12 traversées de l'Atlantique avant de donner vie à ce bateau ultramoderne en matériaux composites, plus long que celui de Gérard Daboville et pourtant moitié moins lourd. Je vais passer 2 mois à flotter sur l'eau et je vais voir plein de choses qu'on ne voit pas si on traverse à la voile. Parce qu'on est souvent à l'intérieur de la cabine, on va vite. Et puis là, je suis vraiment au ras de l'eau. Mon horizon va se limiter à quelques milles, à 2-3 milles. Au programme de Frédéric Guérin dans les jours à venir, 10 heures de rame quotidiennement pour tenter d'améliorer de 2 semaines le record de Gérard Daboville. Mais aujourd'hui, Daboville a choisi de placer la barre encore plus haut. L'aventure l'attend désormais dans le Pacifique, qu'il veut traverser du Japon à San Francisco. 10 000 km à la rame, bien sûr, et toujours en solitaire. Sector, son compagnon de route, a été conçu à la Trinité-sur-Mer. Léger, insubmersible, ce bateau est aussi équipé d'un désalinisateur d'eau de mer. Je n'emporte pas d'eau du tout. J'ai emporté mon eau du premier jour, et puis l'eau du deuxième jour, je vais la faire pendant le premier jour. Donc finalement, déjà l'aventure est devenue possible techniquement. Gérard Daboville, Frédéric Guérin, 2 hommes pour domestiquer la mer, quand l'aventure s'écrit là-bas, très loin, au grand large. Pour terminer, les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé quarté quinté plus de Longchamp, il vous conseille le 3, le 9, le 8, le 14, le 11, le 17, l'As et le 18. Vous le voyez, le 3 est son joker. Ce 19-20 est terminé. Laurence Piquet vous donnera d'autres informations à 22h20. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touet. Bonne soirée sur la 3, demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.